Est-ce que quelque chose vous a marqué dans ce génocide? En fait, le génocide des Tutsis du Rwanda, c'est un sujet qui m'a toujours fort touchée depuis très jeune, depuis l'adolescence. Euh, je pense que c'est principalement le silence international. En même temps, je suis contre l'ingérence des puissances étrangères dans les conflits locaux et justement le néocolonialisme, etc. Et en même temps, au Rwanda, ici, on voit que quand c'est un massacre qui se passe dans un pays africain dans lequel il n'y a pas de richesse qu'on peut s'accaparer, où il y a peu d'enjeux géostratégiques, bah, les puissances internationales ne s'y intéressent pas, ne mettent pas en place des missions pour empêcher les conflits ou empêcher le génocide dans ce cas-là, quand c'est des conflits qui touchent à des zones où il y a de l'argent à se faire, où il y a des matières premières à s'accaparer, on est les premiers sur le pont. On l'a vu dans les guerres internationales en Irak, en Afghanistan. Quand il y a du pétrole, tout de suite les armées internationales interviennent et ça provoque souvent des désastres. Donc je ne dis pas que c'était la solution non plus, mais en tout cas le silence des forces internationales sur le génocide pendant qu'il est en train de se passer, l'attitude des puissances occidentales, ça m'a toujours rendu malade en fait. Et donc voilà, moi c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire mon mémoire sur le Rwanda quand j'étais à l'université. C'est parce que c'est un sujet que je trouve important. On doit vraiment pouvoir comprendre ce qui s'est passé, analyser pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, pour éviter de retomber dans les mêmes pièges, de faire les mêmes erreurs et pour surtout empêcher les discours de haine de se diffuser partout ailleurs, que ce soit chez nous ou en Europe ou dans le monde. En quelques chiffres, ce génocide, ça représente quoi? Donc c'est un génocide qui a duré 3 mois, officiellement en tout cas, du mois d'avril au mois de juillet 1994. Et pendant ces 3 mois, c'est près d'1 million de personnes qui ont été exécutées, qui ont été assassinées. On parle en général de 800 000 Tutsis et 200 000 Hutus modérés. Et puis il y a quelques milliers de toits qui ont été pris dans la tourmente aussi. Donc c'est quand même un génocide extrêmement efficace, puisque sur une période assez courte, on a exterminé une partie importante de la population au Rwanda. Est-ce que les scientifiques sont responsables de la haine entre les Hutus et les Tutsis? Ils ne sont pas responsables tout seuls, mais en tout cas, c'est sûr que les scientifiques ont un rôle important dans la constitution et la création de théories racistes, puisqu'ils ont vraiment légitimé, en quelque sorte, les différences racistes qu'il pouvait y avoir dans la société en général. On a créé des catégorisations scientifiques de la population. D'abord, dans la population mondiale, entre ce qu'on a construit comme étant la race blanche, la race jaune, la race rouge et la race noire. Évidemment, ça, c'est les termes de l'époque. Et puis, au sein du Rwanda, entre les ethnies Hutu et Tutsi, donc les groupes ethniques qui ont été inventés de toutes pièces, donc l'existence de ces groupes a été confirmée par des scientifiques qui se sont basés sur des caractères morphologiques et avec des outils inventés pour mesurer ces caractères morphologiques et donc la catégorisation de la population. Est-ce que la Belgique... non. Quel rôle la Belgique a-t-elle joué dans ce conflit? Alors elle a joué différents rôles en fait. Donc déjà c'était la puissance coloniale et à ce titre elle a contribué et même été la principale contributeur dans la constitution des groupes ethniques au Rwanda, des groupes qui étaient complètement figés et desquels on ne pouvait plus sortir par la suite, notamment via l'instauration de la carte d'identité ethnique, mais aussi via le fait d'interdire l'accès à certaines professions, à l'enseignement, à une partie de la population sur base de ces groupes ethniques. Donc ça, c'est vraiment son rôle pendant la colonisation. Elle a vraiment construit les frustrations et les tensions au sein de la population rwandaise. Ensuite, au moment de l'indépendance, en changeant de cheval de bataille et en portant au pouvoir, en soutenant les Hutus et une frange du coup assez extrémiste des Hutus. Et puis pendant la période post-coloniale et pendant le déclenchement de la guerre civile en 1990 qui a mené au génocide de 1994, elle a soutenu activement dans un premier temps les forces armées rwandaises qui étaient donc les forces génocidaires. Et puis pendant que le génocide, enfin après le déclenchement du génocide et après
l'assassinat des 10 para-belges en retirant de manière unilatérale et brutale les troupes belges du pays et les ressortissants. Elle a vraiment laissé un boulevard aux forces génocidaires et a permis le déchaînement en fait, du génocide. Donc elle a vraiment un rôle tout au long de l'histoire du Rwanda colonial, post-colonial et génocidaire, un rôle assez dégoûtant au cours de l'histoire, quoi. Est-ce que la Belgique a bien mesuré l'importance de ce qui s'est passé? Ben non, justement, on voit que en fait, donc la mission de l'ONU qui était présente sur place et qui avait comme mission de maintenir l'ordre et la paix, était en fait désorganisée, dirigée par des cadres débutants en fait, qui étaient envoyés là pour se faire les dents, avec des soldats fatigués d'autres missions internationales, avec un appareil, un outillage défectueux. Et donc les troupes étaient dispersées dans la capitale, n'étaient pas du tout sur un pied de guerre en fait, elles étaient là presque en vacances. Et quand le génocide s'est déclenché, ils étaient complètement pris au dépourvu, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. On a notamment la carte postale écrite par un des para-belges qui a été assassiné le 6 avril, qui date de 3 jours avant le déclenchement et avant son assassinat. Et effectivement, quand on la lit, on a l'impression qu'il est en vacances. Donc voilà, je pense que les forces sur place n'avaient aucune conscience des risques, des dangers et des tensions qui étaient en train d'être exacerbées sur place. Quel est le rôle de la France dans ce conflit? Alors la France, elle a aussi un rôle catastrophique en fait. Donc déjà, juste après l'indépendance, donc la France, elle a développé une forme d'organisation qui s'appelle la France-Afrique, donc qui a légitimé les relations de l'ancienne puissance coloniale avec ses anciennes colonies, qui lui a vraiment permis de développer des relations d'ingérence aussi avec ces États-là. Et ces relations-là ont eu un impact aussi sur le Rwanda, même si ce n'était pas une colonie française. Donc les présidents et le gouvernement français ont soutenu les différents gouvernements hutus qui ont été au pouvoir après l'indépendance et ont soutenu aussi les politiques qu'ils ont mises en place à l'égard des Tutsis. Ils les ont aussi armés, ils les ont formés. Et ça jusque même pendant le génocide où des livraisons d'armes continuaient à être livrées aux forces armées rwandaises, qui étaient donc l'armée régulière du Rwanda et donc l'armée génocidaire. Et puis à la fin du génocide, donc quand le génocide avait déjà commencé depuis 2 mois, ils ont développé ce qu'ils ont appelé l'opération turquoise, officiellement pour permettre aux victimes de se réfugier, mais dans la pratique, ça a permis aux génocidaires de s'enfuir. Et le développement de cette opération coïncide avec le moment où les forces armées rwandaises sont en difficulté, perdent du terrain, sont en train de perdre la guerre, et donc on peut vraiment légitimement penser que l'opération turquoise, elle a été montée pour permettre aux forces armées rwandaises de s'échapper et d'échapper au Front patriotique rwandais, qui est l'armée qui a de libération, entre guillemets, en tout cas l'armée qui a arrêté, qui a mis un terme au génocide. Donc la France a un rôle peut-être pas aussi dramatique que la Belgique pendant la période pré-génocidaire, puisque ce n'est pas eux qui ont colonisé le Rwanda, ce n'est pas eux qui ont mis en place un régime différencié entre Hutus et Tutsis, mais par contre, pendant le génocide, ils ont un rôle beaucoup plus grave par rapport au génocide que ce qui a été fait par la Belgique sur place. Est-ce qu'un tel événement pourrait encore se reproduire? Alors je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri que des génocides se reproduisent. Donc l'exposition ici qui a été produite par la province du Hainaut et le musée de la guerre, avec le soutien de l'ASBL Territoire de mémoire, elle met vraiment en avant 8 mécanismes qui permettent de reconnaître un génocide. Et on voit que ces mécanismes, on les retrouve avec des intensités différentes, parfois certains, pas forcément tous. On les retrouve à différents endroits sur Terre. On les retrouve même chez nous, en France, en Belgique, dans les discours de haine, dans les discours de rejet de l'autre. Est-ce qu'il y aurait encore un moyen pour que les Hutus et les Tutsis vivent ensemble après cet événement? Moi, je pense que c'est possible, mais la question, c'est qu'il faut qu'il y ait un processus judiciaire qui se mette en place. Après, je ne suis pas moi-même experte de ça, mais je pense que pour qu'il y ait une réconciliation, il faut qu'il y ait jugement, il faut que les crimes qui ont été commis soient punis.
Il ne faut pas laisser la place à l'impunité. Il faut que les familles puissent faire leur deuil aussi. Et ça, c'est pas possible tant qu'elles n'ont pas d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qui était responsable et que les responsables soient punis.